Louis XIV, qui a conscience que les chamailleries des seigneurs de France freinent la puissance de ce royaume, va essayer d'amadouer et de contrôler la noblesse. En effet, les nobles sont la principale menace contre laquelle la monarchie doit lutter pour devenir absolue. Et pour ce faire, Louis XIV va donc créer Versailles. On peut voir le château de Versailles comme une tentative de domestication de la noblesse. Je vous avais donc demandé de me proposer un plan qui répondrait à cette problématique. Comment le château de Versailles permet-il au roi de contrôler une partie de sa noblesse? Alors, dans l'ensemble, vous avez assez bien réalisé ce travail. Vous avez encore du mal à comprendre la structure qui est attendue quand on vous demande un plan. C'est systématiquement le même. Une introduction, un développement et une conclusion. On va voir ensemble ce qui est attendu dans chacun de ces éléments. Dans l'introduction, il faut contextualiser. Ici, il aurait été pertinent de commencer par dire qui est Louis XIV, celui qui a développé le château de Versailles. Il semble essentiel de définir ce qu'est Versailles. Il fallait aussi dire quand ce château a été construit, pourquoi Louis XIV a-t-il autant investi, et enfin, il est important de situer le château de Versailles. Donc, c'est la contextualisation. Il faut expliquer la situation et les enjeux, les questions qui sont soulevées par cette situation avant de mettre en place votre argumentation. Donc, dans cette introduction, on vous présentez la situation, le contexte qui est propre à la question, donc ici, le château de Versailles et le contrôle de la noblesse par Louis XIV. Et si on regarde bien, on se rend compte que pour contextualiser, on va avoir exactement la même méthode que pour la présentation de documents. Qui est Louis XIV? Ça correspond à qui? Qu'est-ce que Versailles? Ça correspond à quoi? Quand ce château est-il construit? Ça correspond à quand? Pourquoi investit-il autant dans la construction de Versailles? Pourquoi? Et où se trouve-t-il? Donc où? Vous avez donc les 5 W, on retrouve les éléments de présentation, sauf qu'on ne présente pas une œuvre ou un document, on présente un contexte, une situation. Je vais vous montrer une petite vidéo très rapide qui vient du site de Versailles, du château de Versailles, qui présente très rapidement un petit historique et une situation de ce château. Versailles ne s'est pas fait en un jour. Tout commence en 1629, lorsque le roi Louis XIII fait bâtir un pavillon de chasse, remplacé un peu plus tard par un château en briques et pierre. Le roi Louis XIV hérite de ce petit château. À partir de 1665, le souverain décide de grands travaux. Pendant 50 ans, il n'aura de cesse d'agrandir et de transformer ce qui deviendra le plus grand château d'Europe, Versailles. L'architecte Louis Levaux réalise 2 grands appartements en symétrie pour le roi et la reine. Louis XIV a fixé le gouvernement et sa cour à Versailles. Après une nouvelle campagne de travaux, Jules Hardouin-Mansart remplace la terrasse qui domine le parc par la galerie des glaces qui devient le grand espace de réception et d'apparat de la cour. Mansart agrandit à nouveau le château pour loger toute la famille royale, la cour et tous les services administratifs du gouvernement. Avec le personnel de service, des cuisines, des écuries, environ 10 000 personnes s'activaient en permanence autour du palais. À la fin de son règne, Louis XIV déplace sa chambre au centre du château. Cette chambre rythme les cérémonies de la journée du roi et la vie de tous les courtisans. Une fois que nous avons vu cette vidéo, nous avons assez d'informations pour pouvoir constituer notre introduction. Quand je vous suggère de présenter Louis XIV, il ne s'agit pas de faire une biographie de 2 lignes sur Louis XIV. Il s'agit de donner les éléments les plus importants, c'est-à-dire ses dates de règne,
Dire par exemple que c'est le règne le plus long de France, qui est un élément important à son sujet, et que c'est le symbole de la monarchie absolue française. C'est important de dire qu'il a eu ce projet d'absolutisme, puisque ça va justifier ce qui arrive après. Qu'est-ce que Versailles? Versailles, c'est un château, le plus grand château d'Europe, qui va devenir surtout le château des rois de France à partir de Louis XIV. Quand est-ce que le château a-t-il été construit? C'est important de répondre à ça pour mettre en avant le fait que c'est un long processus. C'est un processus qui a été entamé par Louis XIV en 1623. Et finalement, ça peut être pertinent de dire qu'il a eu de cesse d'être modifié et qu'il a été la maison royale jusqu'en 1789 à la Révolution française. Il serait plus pertinent de le situer, donc de dire qu'il se trouve dans les environs de Paris. Pourquoi Louis XIV investit-il autant dans la construction de Versailles? Eh bien, c'est toute la problématique qui déroule derrière cette question. Donc ce château, il est au centre du projet de monarchie absolue de Louis XIV et il en est son symbole. Alors ici, vous avez le travail d'un de vos camarades qui est assez pertinent, où on voit effectivement donc la problématique a bien été remise. L'introduction va présenter des éléments, vous voyez, hein, on contextualise. On a aussi une argumentation donc, avec des parties et sous-parties, donc c'est un travail qui est assez détaillé, avec des sous-parties qui s'appuient sur des éléments qui viennent des documents. Donc on pourrait imaginer que ce sont les principales idées propres à chacune des sous-parties, avec pourquoi pas des citations. D'ailleurs, on voit des citations, donc c'est vraiment un bon travail, où on voit qu'on s'appuie sur les documents, on s'appuie sur des citations, sur des exemples concrets. Alors dans le détail de cette argumentation, on nous propose un plan avec une première partie sur l'organisation prévue pour accueillir du monde, donc l'idée que Versailles va accueillir des nobles avec le château et les jardins. La première partie traite de l'organisation prévue pour accueillir du monde avec le château et les jardins et la ville de Versailles, donc c'est principalement sur le document 1. Alors là où on voit que c'est vraiment un bon travail, c'est que vous voyez, il y a un effort qui a été fait pour pas seulement faire une partie par document. Donc c'est assez pertinent, on voit que dans cette sous-partie, on va avoir le document 2, 3 et 1 qui sont mobilisés. Une deuxième partie sur le contrôle sur la cour du roi, avec notamment les fêtes et le respect de l'étiquette. Et enfin la conclusion qui va reprendre les éléments avancés dans l'argumentation, donc c'est très important. Et une phrase qui répond tout simplement à la problématique. Lorsqu'on vous demande une réponse argumentée, dans un premier temps, une introduction qui va contextualiser, qui va présenter le sujet. Dans un second temps, une argumentation avec des parties et sous-parties qui s'appuient sur des exemples précis. Alors si c'est à partir de documents, il faut citer les documents. Sinon, ce sera vos connaissances personnelles, avec des données par exemple. Et enfin, dans la conclusion, il s'agit de la réponse à la problématique. Donc il faut reprendre la problématique et y répondre concrètement. Et il faut revenir, il faut reciter ce qui a été dit. Donc c'est un résumé qui répond à la problématique. Si vous avez des questions méthodologiques sur cette structure, n'hésitez pas à me redemander. De toute manière, quand nous nous reverrons en classe, on fera un point méthodologique. Donc, je vais vous proposer un plan. Encore une fois, comprenez bien qu'il n'y a pas le plan juste. Il y a des possibilités de plans pertinents. Et donc, il n'y a pas une seule réponse attendue. Parmi vos travaux, pour ceux qui ont bien compris la méthode de cet exercice, il y a eu des travaux très intéressants, comme celui que nous venons de voir. On peut proposer une première partie qui va présenter Versailles en tant que démonstration de la puissance royale. Donc effectivement, cette partie, il s'agit de montrer, de mettre en avant que Versailles, c'est avant tout une démonstration. Le château de Versailles, c'est le chef-d'œuvre du roi Soleil. C'est le symbole de sa monarchie absolue. Ce château est surdimensionné. C'est le plus grand d'Europe. On va avoir des jardins très bien entretenus. On va avoir, comme on l'a vu dans la vidéo, une dizaine de milliers de personnes qui y vivent finalement pour faire fonctionner cet énorme édifice. Donc on va avoir des jardiniers, des servants, on va avoir des fontaines, des systèmes hydrauliques très novateurs pour l'époque. Donc le château de Versailles, pour faire simple, eh bien c'est le plus beau,
le plus grand, le plus riche des châteaux de France. Donc c'est une manière pour le roi qui va inviter les nobles du royaume de leur montrer concrètement qui est le patron. Concrètement, c'est une manière de dire bah, c'est moi qui ai le plus gros château, c'est moi qui suis à la tête du pays, et il n'y a personne qui est aussi riche et puissant que moi. D'un point de vue international, de la même manière, Versailles est un outil diplomatique. Les émissaires des pays venant de Russie, des autres grands royaumes qui vont être accueillis à Versailles vont être accueillis avec une grande faste. On va faire des grandes fêtes, on va montrer la richesse du royaume. C'est pour montrer une image de puissance qui forcément va avoir un impact diplomatique sur l'émissaire. De plus, je vous encourage vivement à vous rendre sur le site du château de Versailles qui vous permet des visites virtuelles. Je vous l'ai mis dans le lien en description. Vous pourrez voir si vous y allez que le château est totalement rempli d'œuvres d'art et la plupart de ces œuvres d'art mettent en scène Louis XIV en roi soleil, en Apollon. C'est notamment l'œuvre que nous avons vue en ouverture de ce chapitre, rappelez-vous, où Louis XIV était représenté en Apollon, dieu soleil, parmi d'autres dieux mythologiques grecs. Alors dans cette première partie, on aurait pu effectivement s'aider de cette image pour montrer la magnificence du château de Versailles. On aurait pu aussi s'aider du document 2 par exemple, pour montrer des activités et l'exotisme qui est déployé au château de Versailles pour montrer la richesse et la diversité des activités qui s'y trouvent. Bien, on ne va pas rentrer plus dans les détails, on pouvait voir effectivement que dans le document 3, on allait avoir des éléments qui montraient le côté festif, le côté fastueux, la faste. Dans une deuxième partie, on aurait pu s'intéresser à la vie de cour en tant que moyen de clientélisation des grands du royaume. Le clientélisme, c'est un modèle politique dans lequel on va chercher à avoir la fidélité de ses clients. On a un patron qui va avoir des clients et ce patron, il va distribuer des privilèges, des dons tout simplement pour s'assurer la fidélité de ses clients. Et c'est exactement ce que met en place Louis XIV et tout particulièrement à Versailles. En fait, Louis XIV s'assure la fidélité des grands nobles du royaume en les attirant à Versailles et en leur donnant des privilèges, notamment dans un cadre de vie, donc ça va être un cadre de vie très agréable. On va avoir beaucoup de fêtes, on va avoir beaucoup de luxe. Le roi, il apparaît comme un hôte généreux en fait, qui va accueillir les grands nobles du royaume, qui va les inviter à des fêtes. Et donc finalement, la vie de cour, donc c'est-à-dire les courtisans donc, qui essayent de s'attirer les bonnes faveurs du roi, de bien se faire voir, c'est un système qui permet au roi d'encadrer la noblesse et de valoriser ses alliés, valoriser les nobles puissants qui le soutiennent et de défavoriser les nobles qui peuvent être récalcitrants à certaines politiques royales. Donc cette clientélisation, on peut la voir dans le document 1, notamment avec la présence d'hôtels dans les abords de Versailles, mais aussi de logements dans le château même. Donc on voit qu'il va y avoir une manière de privilégier certains en leur donnant des logements dans le château. Donc en fait, le roi il déploie un panel de moyens de valoriser ses plus fidèles sujets, les plus fidèles de ses nobles, et de dévaloriser les autres. Sachant que ce qui va apparaître avec la vie à la cour, c'est l'importance du jugement des autres, l'importance de bien se faire voir par le roi, mais aussi par les autres aristocrates. Vivre à la cour du roi, c'est aussi une manière d'être proche du roi et donc de pouvoir lui faire ses demandes. Dans ce document qui est particulièrement intéressant, puisqu'en fait il s'agit d'une représentation d'une festivité du roi et des courtisans, qui est en fait représentée sur un éventail d'une courtisane. Donc on voit que c'est un objet qui est intéressant à la fois pour son contenu et à la fois pour son contenant. Rappelez-vous un petit peu comme la gravure sur bois que nous avions étudiée au chapitre précédent. Et
Dans cette œuvre, c'est intéressant puisque on voit effectivement qu'on a des courtisans qui sont spectateurs sur les bords du canal et on va avoir aussi des courtisans distingués par le roi et participant à la fête. Donc finalement, c'est le roi qui va choisir quels partisans vont avoir l'honneur d'assister à la fête du plus près, on pourrait penser, mais c'est aussi une manière d'être vu. C'est-à-dire que certes, ils sont plus près du banquet, de la musique, de cet événement un petit peu extraordinaire, mais ils sont aussi vus aux côtés du roi et vus par tous les autres courtisans. Donc il y a vraiment cette idée de se mettre en avant auprès des autres, de montrer qu'on est influent, qu'on est proche du roi. Et donc c'est ce jeu-là que met en place Louis XIV, en tout cas qu'il entretient avec la création de Versailles. Et enfin, là aussi c'est une démonstration de sa puissance, puisque finalement, vous voyez, il est dit que dans ce document, on voit que la personne qui va tenir le bougeoir du roi, c'est un grand honneur. Donc finalement, s'abaisser à faire des tâches domestiques pour le roi, c'est un honneur. Donc on voit à quel point il est important. Et des personnes très influentes, des grands nobles, vont se réduire à des tâches domestiques pour plaire au roi. Et ils vont être très bien vus parce qu'ils auront fait cette fonction. Donc forcément, puisque les courtisans, donc les grands nobles du royaume, vont se battre pour avoir les faveurs du roi, ils vont plus du tout avoir envie d'aller contre l'opinion du roi. Et donc ça crée un consensus autour du roi. Et donc concrètement, une sorte d'asservissement de la noblesse auprès du roi. Phrase très importante dans ce document, effectivement. Le roi remarquait tout le monde, il distinguait très bien les absents de ceux qui étaient toujours à la cour. C'était une disgrâce pour ceux qui ne venaient jamais. Donc vous voyez, en fait, pour exister politiquement dans le royaume de France, il faut avoir une visibilité. Il faut concrètement jouer ce jeu social, ce jeu de séduction des courtisans, donc, à Versailles. Donc on est vraiment sur une réalité qui a totalement changé par rapport à la réalité du Moyen-Âge. Si on pense à François Ier, par exemple, qui avait dû argumenter et s'appuyer sur l'accord du Parlement de Paris pour condamner le noble Bourbon, donc Charles de Bourbon, qui s'était opposé à la confiscation de ces territoires, on voit que là, les seigneurs ne sont plus du tout des rivaux au roi, bien au contraire, ils sont totalement soumis au roi, et tous leurs privilèges, toute leur puissance politique est garantie par l'appréciation du roi. Alors c'est un long processus historique, je ne vais pas vous expliquer en détail, mais la grande évolution qu'il y a entre le Moyen Âge et l'époque moderne, je vous en ai parlé sur le groupe WhatsApp, c'est notamment l'essor de ces familles de bourgeois qui ne sont pas des noblesses d'épée. C'est-à-dire qu'au Moyen Âge, les nobles, c'était principalement des vieilles noblesses qui étaient les seigneurs de localité, qui faisaient la guerre. Et avec l'époque moderne, pour faire simple, la monarchie ayant besoin d'argent, ils ont créé des offices, ils ont donc créé des titres de noblesse. Et donc à partir de ce moment-là, les nobles devaient tout leur succès et leurs titres au roi, et non plus à leur passé glorieux et à leur terre. Donc on voit on est passé d'un rapport de vassal à suzerain, donc de seigneur à seigneur, à un rapport d'officier royal qui doit tout au roi. Pour finir, une troisième partie pourrait être une partie qui se concentre sur le changement des mentalités et des pratiques de la haute noblesse, qui est un processus bien sûr que n'a pas initié Louis XIV, mais dont Versailles, dont l'expérience du château de Versailles et de la vie à la cour a énormément contribué. Comme je vous disais, Louis XIV a totalement conscience que les chamailleries, les conflits entre les seigneurs du royaume freinent son développement et sa puissance. Et donc, il va essayer de lutter contre l'aspect belliqueux, l'aspect guerrier de la noblesse française. Et donc, le château de Versailles, le principe est de réunir le plus possible de nobles dans ce château. Donc, rappelez-vous, on l'a vu, il y avait des milliers de logements disponibles dans le château et dans les environs pour loger tous ces nobles. Le but est d'occuper ces nobles avec une vie de festin, une vie de fête, une vie de luxure, qui va donc divertir les nobles et qui va un petit peu, finalement, il faut les imaginer enfermés dans un grand centre où c'est perpétuellement la fête, ce qui va un peu leur faire oublier
les envies de conflit, de conquête, les querelles avec le voisin. Là, les querelles vont plutôt être pour s'attirer les bonnes grâces du roi plutôt que de conquérir sur les terres du voisin ou d'avoir des problèmes économiques, politiques ou militaires. Concrètement, les nobles qui avant dirigeaient leur territoire depuis leur ville principale, eh bien désormais, ils sont en train de se divertir, de faire la fête à Versailles. Donc forcément, on se rend compte que les nobles posent moins de problèmes en étant occupés à faire la fête plutôt qu'à diriger leur territoire et à mener des campagnes militaires. Et donc à côté de ça, ce qui est vraiment illustré dans le document 4 tout particulièrement, c'est la mise en place de la bienséance. On est vraiment dans un âge de développement de la bienséance, de codes propres à la vie à la cour, de respect d'un protocole très particulier. Quand on va voir le roi, il faut le saluer d'une certaine manière. Vous voyez là tout un article pour expliquer que le roi ne pouvant tolérer de voyager et d'être accueilli sur un tabouret, il a annulé un voyage. Donc vous voyez à quel point le protocole est poussé, il y a une symbolique très forte. Et là aussi c'est une manière pour le roi d'affirmer sa domination. Il est tellement important, il est tellement au-dessus des autres qu'il est impensable qu'il n'ait pas une chaise digne de sa personne. De manière plus générale, on a une évolution des comportements en société des nobles. Donc c'est à cette époque que se développent beaucoup de principes de politesse qui sont encore viables aujourd'hui. Il faut comprendre qu'il y a une évolution importante de la noblesse entre le Moyen Âge et l'époque moderne, où on passe d'un modèle de nobles chevaliers. Rappelez-vous, je vous avais parlé du roi de France qui refusait de quitter le château tant que sa rançon n'avait pas été payée. Donc on passe de nobles chevaliers qui étaient avant tout là pour faire la guerre, qui étaient représentés avec leur armoirie, donc avec une certaine autonomie, et surtout qui allaient mettre en avant leur qualité guerrière et de gouvernement. Avec la cour et la vie à la cour, on passe à une noblesse qui va mettre en avant ses bonnes manières, sa culture, sa connaissance. Vous voyez, l'art va tout le temps être très présent. Et de manière plus générale, en fait, on passe à des hommes plus coquets qui vont mettre des perruques, qui vont mettre du fard pour avoir la peau blanche et qui vont se faire des fausses mouches. Donc on voit qu'il y a une importance de l'esthétisme qui est très très poussée avec beaucoup de codes, notamment comme on le voit dans l'article 3 sur des codes vestimentaires qui vont montrer les bonnes grâces du roi. Donc on va avoir un ensemble de codes, de bienséance, de comportement société. Et donc finalement, ces nouveaux codes pour bien se comporter dans la vie à Château de Versailles, eh bien ça va réduire les conflits. C'est encore une fois le but, hein, de réduire le conflit entre les nobles, puisque là où le code d'honneur parlait autrefois, là il y a un code de fonctionnement en société, en bonne société. Et donc les joutes qui alors dans le passé pouvaient être plus des joutes militaires avec des armes, vont de plus en plus être des joutes verbales, où on va s'affronter sur ses capacités d'élocution, sur ses connaissances culturelles. La comparaison de ces deux illustrations est assez amusante puisque dans celle-ci on a donc une représentation de l'adoubement de Lancelot par le roi Arthur, donc dans les légendes arthuriennes au Moyen Âge, où on voit donc Lancelot en chevalier devant le roi avec l'épée. Et dans celle-ci, donc c'est au château de Versailles, on voit Louis XIV qui fonde l'ordre militaire de Saint-Louis, et de la même manière on voit les nobles qui sont agenouillés devant le roi. Roi qui se tient avec une présence et un certain dédain, hein, tandis qu'encore une fois, des spectateurs assistent à la scène. Mais cette fois, les attributs guerriers ont totalement disparu. Il est difficile de voir les épées. Les épées, on les voit éventuellement, on voit juste le bout des étuis de leur épée dépasser très discrètement. On voit un adoubement collectif où donc les nobles sont tous ensemble dans la soumission pour Louis XIV. Alors bien sûr, hein, pensez que cette représentation, ça fait partie de toutes ces œuvres d'art qu'on va trouver au château de Versailles, qui sont en fait des œuvres de propagande pour montrer en avant justement l'absolutisme de Louis XIV et comment il a soumis la noblesse autant que le peuple. Reprenons la méthode, vous voyez, il s'agit de répondre à la question.
Donc le château de Versailles permet au roi de contrôler une partie de sa noblesse en bien des aspects. Alors, comprenez bien, ça permet de contrôler une partie de sa noblesse. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de nobles qui ne sont pas à Versailles, puisqu'il y a beaucoup de nobles qui vont être intendants, qui vont gouverner les provinces notamment, qui peuvent être en fonction militaire ou politique dans le reste de la France. Le château est avant tout une démonstration de la puissance et de la richesse du roi sur les autres seigneurs du royaume. Donc en fait on reprend l'idée, c'est un résumé très rapide des 3 idées principales. Donc dans le premier temps on dit oui, Versailles ça permet de montrer la domination et la puissance inégalée de Louis XIV. Ça permet aussi de concentrer les grands du royaume autour du roi et de les fidéliser avec des cadeaux et une vie fastueuse. Donc voilà, on va un petit peu abrutir finalement ces nobles et surtout s'assurer qu'ils soient dans notre camp en les couvrant de cadeaux. C'est le principe du clientélisme. Et enfin, on les regroupe autour du roi et avec des codes, une nouvelle mentalité, des codes sociétaux différents. Et le roi va donc transformer les rivalités guerrières à des rivalités de bienséance, à être le meilleur gentilhomme finalement. Nous allons finir ici cette séance. Vous avez bien travaillé dernièrement, donc je vais vous laisser bien vous reposer ce week-end. Je vous souhaite une bonne fin de semaine.